Bonjour à toutes, et à tous. Très, très heureux et tout à fait ravi, de partager avec vous, quelques petits points complètement d'actualité. Alors juste, avant, évidemment, une petite récap de qui on est, hein, quand même quelque part. On porte une vision qui est très, très importante, qui est effectivement, l'accompagnement des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Là, en l'occurrence, il s'agit effectivement d'un zoom sur le public, pour préserver la mémoire. Donc là, on est sur effectivement de la préservation, du stockage, de l'accès et puis partager le savoir, c'est-à-dire à la fois, on a besoin d'y avoir accès et puis en même temps, faut, le protéger puisque effectivement, diffuser le savoir, sans aucun contrôle, on a effectivement des risques majeurs, notamment, des données à caractère personnel et cetera et cetera. Donc là-dessus, on est vraiment sur ces 2 pivots. Mémoire et savoir. Évidemment, on est plutôt dans un monde digital, encore qu'effectivement, on va le voir, il va y avoir, encore, quelques traces de physique, et ça, on en reparlera. Évidemment, puisqu'on est très, très engagé sur l'éco-responsabilité, la loi REEN que vous connaissez un petit peu pour partie, le milite, c'est une démarche de sobriété numérique et évidemment, puisque effectivement c'est l'usager qui est au centre et l'agent qui est au centre, c'est centré sur l'humain. Donc voilà, il faut jamais oublier effectivement que, on fait de la sobriété, mais il y a toujours l'homme qui est effectivement d'abord au centre. Alors du coup, pour porter cette vision commune, il y a 4 marques que vous connaissez. Donc la 1re marque, celle pour laquelle je suis, présent avec vous aujourd'hui, qui est, Cerda Conseil. Donc ça, c'est la branche consulting, en toute indépendance et en toute autonomie, on délivre de l'expertise, du conseil, sur tous les différents sujets de cet accompagnement mémoire et savoir. Et puis, évidemment, il y a le magazine, que vous connaissez puisque ça fait 40 ans effectivement qu'on publie, on doit être au 377e et cetera. Donc Archimag, hein, c'est le mensuel, il y a le site web, et puis il y a la collection d'Archimag, hein, qui existe et qui est, gratuite et qui peut être, il y a tout l'historique en fait, hein, depuis le numéro 0 tout simplement. Il y a ACE. Alors ACE, ça c'est l'agence, de contenu éditorial. Donc c'est, des les experts pour, rédiger, tout ce qui, ressemble à, des documents, des livres blancs et cetera, sur différents sujets. La dernière en date, étant les datas, l'organisation des datas. Il y avait précédemment la signature électronique et cetera. Et puis, évidemment, pour parachever le tout et toujours tout basé sur l'indépendance, il y a Cerda Compétences. Donc Cerda Compétences, c'est le centre de formation et on a beaucoup développé, ces derniers mois, toutes les formations sur, l'IA, dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est vraiment un point très, très important. Voilà, je l'objectif étant d'être court et rapide dans la présentation parce que vous nous connaissez déjà probablement un petit peu et je pars quand même, quelque part, des 1ers constats. Alors si on se raconte un peu l'histoire de la démat, la démat, on en fait depuis, quand même pas mal de temps. Il y a, le secteur public qui a déjà lancé, depuis fort longtemps, en fait, ces démarches de démat et puis, un jour, il y a eu le covid, un jour, il y a eu le télétravail, et un jour, il a fallu, complètement accélérer et donc, il y a eu, depuis deux entre 2020 et 2024, hein, et 2020, 2021, 2022, ça a été 3 années absolument incroyables, de pour booster, en fait, hein, tout ce qui est dématérialisation. Et là-dessus, il y a eu effectivement beaucoup d'argent, hein, parce que, vous avez effectivement débloqué pas mal de budgets. Donc les budgets ont permis, d'acquérir, les différentes solutions, de mettre en place beaucoup de choses. À la limite, on regardait pas trop, trop à la dépense, donc on verra tout à l'heure, on s'est acheté, plusieurs choses qui étaient peut-être un petit peu redondantes, mais ça, on va en reparler. Et donc, du coup, quand on creuse un petit peu et quand on creuse différents métiers, eh bien, il y a encore du papier, il y a encore de l'arrivée, même si ça baisse de manière progressive. On se rappelle, quand même que la poste, aujourd'hui, on est à 50 de réduction par rapport au flux précédent, avant le covid et puis ça continue, effectivement à baisser. Donc, nécessairement, vous recevez de moins en moins de papier. Mais par contre, il y en a encore
Et donc, ça vous oblige effectivement à complexifier le processus papier et le processus électronique, hein, qu'il faut encore juxtaposer, etc. Et donc, on est dans ce qu'on appelle la logique du dernier kilomètre. Et le dernier kilomètre, c'est ce qui coûte le plus cher parce que, alors, c'est en rouge, c'est la double punition économique, c'est-à-dire qu'on paye cher la démat et on paye cher le dernier kilomètre, même si la volumétrie des documents en physique n'est pas non plus énorme. Donc voilà, ça c'est vraiment un premier point. Alors, on avait une petite question, un petit sondage. Natacha, est-ce que tu peux faire Tout à fait. publier le Alors, petit sondage donc oui, sur schéma directeur des systèmes d'information, SDSI, schéma directeur de la dématérialisation, SDD, tout à fait. ou feuille de route de dématérialisation, hein, on parle de la même chose. Alors, on a réservé un tout petit Alors, je viens de publier le sondage. sondage. Il est visible dans l'onglet sondage. Donc, vous pouvez tous y participer et soumettre votre vote. Donc, comme l'a dit Pierre, vous avez différents choix et vous pouvez sélectionner les choix. Donc, est-ce que vous disposez d'un schéma directeur d'un système d'information, d'un SSD, euh, oui les deux, non aucun des deux, ou vous ne savez pas. Donc, on vous laisse le temps de répondre. Donc, je vois qu'il y a différents votes qui sont en train de se faire. N'hésitez pas à nous dire si jamais vous avez du mal à répondre. Mais ça nous permet en fait de nous faire une petite idée de ce que vous avez au sein de votre organisme et de pouvoir en fait un peu orienter ce webinaire. Voilà, Donc, et je puis vais de te dire ça, partager parce que Pierre. c'est Ouais, important. c'est ça. Donc, pour le moment, à 38%, on est à aucun des deux. À 25%, on est à oui, un SDSI. Mhm. Pareil, ensuite, à 25%, on est à je ne sais pas. Oui, les deux, il n'y a qu'une personne, donc 13%. Et oui, un STD, là, on a 0 personne. Donc, D'accord, d'accord. Bon, c'est en majorité aucun des deux. Hein. Ou sinon, oui, donc un voilà, SDSI. voilà, donc ça c'est vraiment très très pertinent et intéressant. Donc vous êtes au bon endroit en fait, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin d'un schéma directeur du système d'information. Donc là effectivement d'aucuns en ont. Enfin la plupart du temps le SDSI est orienté sur l'AD, c'est-à-dire en fait hein, sur le schéma de son organisation, de son fonctionnement, de sa gouvernance, de son architecture, hein. En revanche, tout ce qui est effectivement débat, digitalisation, ça c'est quelque chose qui est un petit peu traité dans le SDSI, mais pas suffisamment pour effectivement le compléter et avoir effectivement une vision globale. Voilà, donc merci de cette première incise et premier sondage. Du coup, le troisième point que je voulais effectivement mentionner et qui est complètement d'actualité, c'est l'IA. Alors, l'IA, nécessairement, on a besoin de données pour alimenter l'IA. Donc, pour à la fois ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, hein, on parle de la même chose évidemment, fine-tuner les LLM. Alors, bon, c'est un peu un vocabulaire un peu abscon. Le LLM, c'est ce qui vous permet de dialoguer avec votre intelligence artificielle, avec ChatGPT. Et ChatGPT est un LLM. Et donc, vous dialoguez en langage naturel, il vous répond en langage naturel. Et donc, ça, c'est le générique. Le ChatGPT, on est complètement en générique. Et si effectivement la direction ou le service juridique, en fait, a besoin d'aller un petit peu plus loin, eh bien, il doit alimenter hein, ce LM avec des données spécifiques à lui, donc spécifiques au juridique, et spécifiques même à des contrats ou à des marchés publics ou des marchés publics spécifiques, effectivement, de la collectivité. Et donc, ça s'appelle fine-tuner. Voilà. Et deuxième élément d'IA, il y a la deuxième technologie qui existe, hein, qui est la technologie de Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire que vous avez un ensemble de données dans les archives, dans la documentation, dans les serveurs, dans les SharePoint, etc., etc. Et donc, du coup, il y a des sources absolument incroyables et importantes pour alimenter l'IA. Donc, l'IA, vous interrogez en langage naturel et il va vous rechercher effectivement toute la bonne information qui va avec les éléments qui sont chez vous. Donc, c'est de la documentation interne.
Et donc, d'où le petit sondage complémentaire, s'il vous plaît, merci beaucoup, Tout à fait. qui est effectivement, est-ce que vous avez démarré jour d'aujourd'hui ou est-ce que vous pensez démarrer dans les prochains mois des projets d'IA? Donc, quel que soit le périmètre, hein, on parle IA un peu en général, parce que ça, c'est vraiment des points importants. Oui, donc on vient Natacha, de publier le sondage. Vous pouvez merci. participer. Donc là, je vois cette vote, donc ça a déjà participé. Je vous laisse un peu de temps. Alors, avez-vous démarré des projets IA? Oui, non, je ne sais pas. Donc pour le moment, Pierre, 56% oui, 44% non, et je ne sais pas, 0%. Donc on est majoritairement sur du oui, hein. Eh ben chouette, hein. Bon, ça c'est vraiment très très encourageant dans la mesure où effectivement, à titre individuel, on fait tous un peu d'IA quelque part, ne serait-ce qu'avec ChatGPT, Copilot, etc. Mais effectivement, dans les organisations, c'est déjà un petit peu plus compliqué et effectivement, ça arrive à toute vitesse. Donc voilà, c'est bien noté. Donc 50-50, c'est bien noté. Je rebondis sur le quatrième point. Le quatrième point, eh bien, lorsqu'on a été très très vite entre 2020 et 2024 pour mettre en place de la démat, on a oublié des morceaux, on va en reparler, et on s'est acheté des redondances qui sont relativement coûteuses parce qu'effectivement elles s'accumulent et elles rendent les mêmes fonctions. Et je pense en particulier aux éléments de et donc, dans le stockage, vous avez probablement des serveurs, des jets de métier, vous avez des SharePoint, vous avez des Teams, vous avez des Nextcloud, vous avez un certain nombre effectivement de zones qui sont pas très très maîtrisées et qui sont clairement redondantes en fait, et parfois même qui récupèrent des informations qui sont également redondantes, hein. Alors là, du coup, à nouveau, petit sondage, et ça sera effectivement le dernier. Après, on pourra dialoguer de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus directe, hein. Donc oui, tout à fait. Dernier sondage. Avez-vous plusieurs dispositifs de stockage? Oui, plusieurs. Non, un seul. Ou je ne sais pas. Donc là aussi, on vous laisse le temps de répondre. Et bien évidemment, on vous remercie pour votre participation. Alors, je regarde ça. 10 votes. Ah oui. Donc là, c'est unanime. C'est oui, plusieurs, à 100%. Donc Pierre, Voilà. voilà. Oui, Merci bon, beaucoup pour votre participation à tous. voilà, un grand merci et vous n'êtes pas étonné et moi non plus. Je suis absolument pas étonné puisque effectivement les zones de stockage sont multiples et du coup ce qui manque en général effectivement pour aller dans le sens d'une rationalisation et d'une réduction budgétaire, et ben c'est effectivement une gouvernance et des règles de base pour savoir on met quel élément d'information dans quelle unité de stockage. Donc, on se retrouve effectivement avec des redondances. Dernier élément sur lequel je voulais effectivement partager des éléments, il y a les failles de sécurité. Donc, je pense que vous êtes pas sans savoir qu'il y a des règles, des nouvelles règles avec NIS2 au niveau européen qui imposent à toute organisation, hein, il n'y a pas que les grosses organisations ou pas que les organisations qui sont essentielles au niveau économique pour l'État ou et le pays, il y a effectivement une lutte contre les failles de sécurité. Or, les failles de sécurité, c'est souvent des données ou des applications qui ne sont peu ou plus maintenues et du coup, on se retrouve assez souvent et à la limite, je pourrais aussi poser la question, est-ce que dans vos architectures, dans vos systèmes d'information, est-ce que vous auriez, quelque part des applications, qui sont, obsolètes, qui sont, en même temps arrêtées, c'est-à-dire en termes d'usage et en même temps qui continuent à tourner sur des serveurs parce qu'on ne sait jamais, il faut effectivement, avoir l'accès, on ne sait jamais à l'information et donc, on les laisse tourner. Sauf que on les maintient plus, sauf que les failles de sécurité, dans la mesure où les nouvelles versions ne sont pas mises à jour, on se retrouve effectivement avec des problématiques de sécurité assez rapidement. Donc voilà, donc là, on a fait un petit peu un tableau générique et je termine le petit tableau et malheureusement, c'est en cinquième point, dans la mesure où
la Loire-Aisne, qui était très, très bien partie, il y a 2 ans, aujourd'hui, effectivement, elle est un petit peu à la traîne, elle est un peu à la ramasse parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est faire des économies. Ça peut se comprendre et en même temps, je voulais partager le fait que la Loire-Aisne, on est dans un objectif de sobriété numérique et qui dit sobriété numérique dit économie et réduction des coûts. Donc, globalement, si on cherche des économies, si on fait de la sobriété, on arrive à trouver des économies. Voilà, donc c'est ce point-là que j'ai mentionné avec ce 5e point. Voilà, c'est un peu le tableau général, donc parfait. Et donc, notre périmètre de jeu, quand on parle effectivement de dématérialisation, le tout étant, pour 50, vous l'avez dit, il y a de l'IA et de l'économie, au sens carbone. L'ensemble à traiter, l'ensemble du périmètre, on est toujours sur les flux entrants, les flux sortants, sachant que les flux physiques, à gauche et les flux physiques sortants, sont en réduction énorme, mais ils existent encore et les flux numériques, entrants et sortants sont en augmentation. Au milieu, on a toujours effectivement les solutions qui sont, les acquisitions, c'est-à-dire la scannerisation, le traitement aussi de ces données de manière automatique, hein, qu'elles soient électroniques ou physiques. On a aussi, l'instruction des réponses. Donc là, l'IA évidemment, complètement est invitée. On a besoin de valider, de signer, d'instruire en fait, et d'apporter des réponses et enfin de stocker. Donc c'est là où effectivement stockage et archivage. Dans l'électronique, on a le fameux sujet de la GED et donc je dirais des GED, hein, puisque vous avez dit qu'il y avait plusieurs éléments et il y a un vrai sujet depuis 4 ans, en fait, et même ça vient d'avant, depuis 4 ans, il y a des vracs de données qui ont été constitués et du coup, on se retrouve avec des applications obsolètes et on a des données bureautiques, hein, qui sont dans les serveurs, hein, ou dans les Teams, ou dans les SharePoint, ou dans les, Nextcloud, ou dans les Alfresco, ou dans les, Efalia, et cetera et vous avez effectivement des vracs de données qui ne sont pas triés. Et donc, quand on parle de vrac de données, là, il y a une organisation qui m'a cité un 300 téra, une autre, une centaine de téra, une autre était 50 téra. Donc 50 téra de données, c'est bien, mais si on commence effectivement à vouloir trier ce vrac de données hein, à la main, on prend un petit outil qui s'appelle Archifiltre et giga par giga, on y arrive, mais en tout cas, on n'arrive jamais effectivement à traiter ce vrac. Donc, le vrai sujet aujourd'hui pour réduire les coûts, c'est-à-dire réduire les coûts de stockage et surtout réduire les transactions, les charges de réseau, etc., eh bien, c'est souvent le vrac de données. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point très important sur lequel je voulais un peu zoomer et intégrer et vous sensibiliser. Je pense que si je vous pose la question, effectivement, est-ce que vous avez des vracs de données qui rebondissent sur ce que vous avez dit précédemment? J'ai plusieurs zones de stockage. Peut-être que vous avez du vrai vrac hein, qui est encore effectivement à traiter. Alors, juste pour faire un petit benchmark, parce que on est entre nous et donc ça permet effectivement de voir un peu où on en est. Heu, et puis de se benchmarker par rapport au secteur privé, parce que c'est toujours intéressant, hein. Souvent on dit: «Oui, mais bon, ils sont plus avancés», pas nécessairement. Donc fonction collaborative, partage de documents, fonction réalisée. Donc ça, c'est vraiment la déclaration dans le cadre, du rapport sur la gouvernance de l'information. Donc on est à 40 maîtrisé en termes de partage de documents. Le secteur privé est un petit peu plus avancé avec 50 et que 50 pour le parapheur électronique, encore des progrès à faire parce que c'est là où passe effectivement l'ensemble de l'information et une démat sans parapheur,
c'est compliqué, en fait, hein. C'est soit effectivement, un peu à l'extérieur, soit, on réimprime, soit, c'est directement dans l'application métier. Donc là, on est à 32, secteur privé un peu plus, 56. Signature électronique, 36. Donc mais ça avance assez rapidement. Mais il y a encore 30 du secteur public, collectivités et cetera, qui ont la signature électronique. Donc ben, le pendant est n'ont pas encore à traiter, avec la signature électronique. 56 sur le secteur privé. Alors, knowledge management, ça c'est un peu un serpent de mer, mais c'est vrai que le secteur privé, pour capitaliser les compétences et les connaissances, est un peu plus avancé, même carrément plus avancé, mais il y a encore du progrès à faire au niveau par rapport au secteur public. Automatisation des flux, là, il y a un énorme progrès à faire, hein. Et là, l'IA est tout à fait pertinente par rapport à ça, à savoir, c'est ce qu'on appelle les robotic process automation, avec gorgé à l'IA, qui permet effectivement d'aller beaucoup plus loin. Donc là, secteur public, énormément de progrès aussi à faire là-dessus. Et l'intelligence artificielle, donc là, vous êtes à l'avant-garde, parce que vous êtes à 50, il y a déjà effectivement des projets. Ben, globalement, sur le secteur public, l'intelligence artificielle, c'est 1% en fait au niveau des projets et secteur privé. Mais là, bon, on se revoit effectivement d'ici 6 mois, ça va être quadruplé, quintuplé, etc. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça parce que vous faites partie en fait de l'avant-garde, hein, je dirais, sachant qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire et beaucoup de progrès à faire sur ces différents sujets. Alors, la difficulté d'une démat, globalement, pour aller effectivement sur le dernier kilomètre et commencer à réduire effectivement les coûts, c'est faire travailler plusieurs types de profils ensemble. Les premiers profils, qui sont absolument indispensables, ce sont les métiers, c'est-à-dire le point 3. Les métiers, ben, ils sont, dans un espèce de retrait, ils ont un peu peur dans la mesure, peur de la démat, alors, moins depuis, 2000, hein, on est bien d'accord, 2020 pardon, mais l'IA leur fait peur également. Donc là, il y a véritablement un travail de sensibilisation, d'acculturation, sur la donnée, sur l'IA, sur la démat globale, de bout en bout. En plus, ça les remet souvent en question. Ils ont des postes de travail et donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment je dois faire évoluer mon poste de travail? C'est des vrais sujets et en plus, je dirais et en plus, ils ont pas le temps. Ils ont déjà pas le temps de faire le travail, mais en plus, effectivement, ils ont pas le temps de rajouter effectivement des modes projet parce que, bah, il y a pas la charge, il y a pas de chef de projet identifié en tant que tel. Il y a le travail au quotidien à faire et cetera. Donc là, il y a un vrai travail à faire, hein, qui permet effectivement de pouvoir avancer ou pas sur la démat du dernier kilomètre. Et évidemment, il y a la DSI qui maîtrise, le numérique, hein, dans son ensemble, de bout en bout, quoi, où là, il y a déjà beaucoup de choses qui font, c'est-à-dire à la fois, bon, maîtrise des réseaux, maîtrise des applications, maîtrise de la sécurité, maîtrise d'un certain nombre de choses, mais bah, quand il s'agit de contenu, c'est les métiers. Donc, quand on parle de vrac numérique, c'est du vrac numérique qui est généré par qui sont générés par les métiers et la DSI, ben, tout ce qu'elle peut dire, c'est que, il y a besoin de, 10 ou 100 téras de plus et ben, je rajoute 10 ou 100 téras de plus. Ça me coûte ce que ça me coûte, mais, on a effectivement des éléments, qui sont, techniquement jouables. Par contre, ben, on constitue du vrac et derrière, ça devient compliqué. Il y a les référents transverses, hein, qui sont effectivement les RSE, les DPO pour les données à caractère personnel, pour, la sobriété numérique. On peut rajouter aussi, la sécurité, hein, évidemment. Donc ça fait partie effectivement des exigences sur lesquelles, doivent, compter à la fois les métiers et à la fois la DSI. Et puis, de manière, donc là, c'est toute la partie à droite. Il y a les métiers de la démat,
Donc, le service courrier, ben, il y a le service courrier électronique, mais il y a aussi le service courrier physique qui est encore effectivement à numériser. Il y a les archives physiques et électroniques. Donc là aussi, c'est soit fait, soit pas fait. Et ça, on pourrait vous poser la question, un système d'archivage électronique, c'est fait, c'est pas fait, c'est en projet, c'est pas en projet. Voilà, ça peut faire partie effectivement d'un petit sondage. Mais ça, on l'avait pas prévu, mais je vous pose la question comme ça en direct. Et puis, il y a tous les prestataires autour, hein, c'est-à-dire fournisseurs de solutions, et il y a les fameux sujets d'hébergement. Donc, est-ce qu'on met en cloud ou en interne? Ça, c'est encore des vrais sujets. Je rebondis par rapport à ça, mais j'y reviendrai. L'hébergement en interne ou l'hébergement en externe, euh, quand il y avait énormément de volume, par exemple, si je prends de la numérisation ou si je prends de l'impression, parlons physique, voilà, par exemple, ben, il y avait de tels volumes que ça a souvent été externalisé. Aujourd'hui, comme il y a des réductions de volume de courrier qui part en physique, hein, parce qu'on doit répondre effectivement par la poste, etc., ben, on recommence à la réinternaliser. Donc, ça veut dire qu'il y a des métiers anciens qui reviennent dans la structure, hein, dans l'organisation. Et donc ça fait partie effectivement de l'ensemble d'une feuille de route à établir. Et puis, effectivement, les prestataires fournisseurs de solutions, ben, ce sont des partenaires qu'il faut effectivement travailler et s'entendre et aligner par rapport à son propre schéma et sa propre feuille de route. Voilà, et évidemment, en terminant, que il y a le politique et le management dans la mesure où s'il n'y a pas d'engagement au niveau élu ou DGS et CODIR, ben, ça ne va pas avancer, quoi, en fait. Voilà, je terminais par la fin. Donc, dès qu'on a une feuille de route en fait à établir, il faut, en fonction des différents poids, emmener tous ces profils et on peut dire que c'est pas très, très simple. Pierre, concernant ta question pour le projet d'archivage électronique, si Oui, jamais j'ai lancé un petit sondage, donc si jamais vous bien, souhaitez y merci, répondre, super. vous pouvez y répondre. Voilà, donc il y a déjà des gens qui l'ont vu et qui ont répondu. Donc c'était, avez-vous démarré un projet d'archivage électronique? Oui, c'est fait. Oui, c'est en cours. Non, c'est en projet. Ou non. Donc vous avez, c'est pas du tout, il y a rien qui est démarré du tout. Ou je ne sais pas. Donc pour le D'accord. moment, c'est en Bon. train de répondre. Donc oui, pour la majorité. Alors c'est en train de se battre avec le non. Attends. Ah Alors, j'ai 12 votes. Donc sur les 12 votes, on a 50% oui, c'est en cours. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a 33%, c'est un non catégorique, donc il n'y a rien du tout. Ok. Oui, c'est fait, 8%, et non, c'est en projet, oui, 8%. Voilà. Bon, bah super. Euh, donc c'est en cours et donc bon, de toute façon, on est dans une bonne démarche d'un des composants en fait de la feuille de route, c'est l'archivage électronique, parce qu'il y a un moment donné, les données, il faut les trier, il faut les conserver et il faut effectivement les protéger. Donc du coup, c'est tout à fait utile et ça fait partie effectivement des bonnes pratiques. Il faut avoir en tête aussi que euh, alors ça, c'est vraiment mon expérience. Il y a beaucoup de systèmes d'archivage électronique, enfin pour ceux qui sont mis en place, hein, pour ceux que j'ai pu voir, hein, constater, c'est qu'il y a très peu de choses à l'intérieur. C'est-à-dire, en fait, on produit des volumétries absolument dingues de données électroniques. Et quand on regarde ce qu'on retrouve effectivement dans un archivage électronique qui fonctionne, par exemple, depuis 4 5 ans, eh bien, c'est tellement peu. Il va y avoir les flux PES, hein, il va y avoir tout ce qui est délibération, par exemple. Et puis, ça s'arrête là. Et par exemple, les photos, bah, c'est trop compliqué, donc on les met pas. Alors que les photos, ben, les photothèques en sont gorgées, la communication en est gorgée, etc. Or, c'est vraiment effectivement des fonds archivés, par exemple. Donc voilà, c'est une petite remarque que je voulais effectivement mettre un peu en route. C'est-à-dire, à partir du moment où vous mettez en route un projet de système d'archivage électronique, il faut mettre en route aussi les flux qui vont avec. Sinon, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose, ça coûte cher pour ce que c'est. Alors du coup, je reviens sur cet aspect de cette démarche en fait. La démarche, aujourd'hui, on fait un arrêt sur image sur où vous en êtes de tout ce qui est dématérialisation.
de tout ce qui est redondant, de tout ce qui coûte. Donc, ça veut dire au niveau budget, ben, combien ça coûte, combien on accumule à la fois les projets et à la fois le fonctionnement, parce qu'il ne faut pas oublier que le fonctionnement, ben, c'est un engagement sur plusieurs années, surtout sur les applications qui sont à décommissionner, qu'on n'a pas décommissionnées, qu'on n'a pas arrêtées, et donc qui coûtent. Donc, du coup, on se retrouve effectivement avec lancement et documentation, le diag, ça c'est vraiment un point important. C'est-à-dire que, je sais plus qui disait, je crois que c'est Einstein qui disait, ben, pour trouver une solution et trouver effectivement la feuille de route qui va avec, il faut pour 96% du temps regarder, diagnostiquer avant de prendre la décision. Bon, ceci étant, il y a un moment donné, il faut prendre la décision. Donc, arbre de décision, priorisation des projets. On ne peut pas tout faire, hein. On va privilégier les projets qui permettent de réduire les budgets et de pouvoir aussi optimiser l'accès aux données et nourrir les IA. Et puis ensuite, ben, on a une feuille de route, première année, deuxième année, troisième année. En règle générale, on fait des feuilles de route sur 5 ans, sur 4-5 ans, puisque 4 ans, on est sur un marché, en fait, sur la durée d'un marché. Et puis, il ne faut jamais oublier que, OK, combien ça coûte, mais combien on économise aussi de carbone, d'émissions de carbone. Donc voilà, ça c'est vraiment la démarche. Et donc, je voulais partager avec vous un, voilà, ça c'est vraiment les critères. Parce que quand on parle de critères, c'est vraiment des points importants. Qu'est-ce qu'on va choisir et comment on va prioriser en fait les projets qu'on va monter? Alors, il y a un premier sujet que je mets un peu en générique, hein, qui figure pas là, mais que je partage avec vous, c'est la mutualisation et la réinternalisation. C'est-à-dire qu'on va flécher tout ce qui permet d'être une mutualisation, et souvent vous avez un CCAS, vous avez peut-être, si vous êtes en agglo, vous avez des communes membres, vous avez des adhérents, vous avez des structures de plusieurs directions, et donc du coup, il y a de la mutualisation. Donc cette mutualisation, on la mesure, on l'identifie, soit elle est interne, soit elle est externalisée, mais en tout cas, elle est bien présente en termes de critères de décision pour un projet. Tiens. Et le deuxième point que je voulais effectivement, que j'ai déjà un petit peu cité, c'est la réinternalisation. Il y a des éléments que vous avez externalisés, que ce soit effectivement sur de l'hébergement, mais également sur des tâches, sur des prestations. Il y a peut-être, parce que les volumes ont baissé et parce que vous avez, grâce à l'IA et grâce à la démat, libéré un certain nombre de postes, il y a peut-être de la réinternalisation à faire. Donc voilà, ça fait partie effectivement des 2 critères, des 2 macro critères un peu génériques qu'il faut avoir. Et puis ensuite, eh bien, ben, partons sur le principe. Alors je démarre sur les plus plus, parce que voilà. Heu, 1er point de gain, en termes économiques, c'est traiter les vracs. Donc, 1, vous les avez dans les SharePoint, dans les Teams, dans les espaces serveurs, dans d'autres applications, vous avez dans les Nextcloud, vous les avez en interne, vous les avez en externe, soit dans les clouds, soit en SaaS, hein, et donc du coup, vous avez des vracs et vous avez un problème de vrac. Faites la mesure, chez vous, peut-être que vous l'avez déjà en tête, hein, cette mesure. C'est On parle de quoi quand on parle de vrac? Est-ce qu'on parle de 10 gigas, auquel quoi, c'est rien du tout en fait, hein, on le traite à la main en fait quelque part, 10 gigas. Ou alors 10 téras, là on le traite moins à la main, ou 100 téras, ou 150 téras en fait. Voilà. De quoi parle-t-on en termes de vrac? Sur les vracs, globalement, on peut diviser par 2 voire 3 la quantité de vrac, et donc vous économisez à peu près entre 2 et 3 en termes de stockage. Et quand vous éliminez, quand vous triez en fait vos vracs, vous l'auriez peut-être fait pour le papier, mais pour l'électronique, c'est tellement compliqué que c'est vraiment, extrêmement, difficile et très, très coûteux. Donc du coup, effectivement, on traite ça avec un certain nombre d'outils industriels, qui s'appellent des discover, et qui permettent effectivement d'enlever les redondances, 2
d'enlever des documents qui sont à caractère extrêmement risqué, où il y a beaucoup de données à caractère personnel dedans, qui sont tout mélangées, et donc vous n'êtes pas en conformité là-dessus. Et puis 3, il y a des documents qui n'ont aucun intérêt parce que bah, c'est des versions, des comptes rendus, des brouillons, et cetera, et cetera. Et donc du coup, vous divisez par, déjà, vous réduisez de 30% très vite, et ensuite vous réduisez à 50%. Donc, globalement, vous réduisez le budget de stockage, vous le concentrez sur une ou deux applications. Est-ce que c'est sur les serveurs ou sur Nextcloud ou sur une GED ou sur un Teams? C'est un choix. Ou sur une partie sur l'archivage électronique, évidemment. Et à partir du moment où vous avez traité les vracs, vous avez gagné en qualité de données. Et donc, quand on dit qualité de données, ça veut dire que vous permettez aux utilisateurs, aux agents, de gagner du temps en recherche de données. Vous permettez aussi des projets d'IA, parce que vous en avez effectivement pour la moitié, et vous allez en avoir pour 100%, je pense, de vous, par rapport effectivement à ces projets d'IA. Les IA, il faut les nourrir. Si vous les nourrissez avec des données de non-qualité, vous arrivez à des IA avec de l'hallucination, des erreurs, des biais, et donc bah, ce sera des rejets d'IA, en fait. Donc du coup, qualité des données. Voilà, moi, je dirais, je démarrais presque effectivement sur l'audit avec les vracs, c'est quoi, c'est comment, etc. Ensuite, le principe de valorisation des données pour décarboner. Alors, décarboner, ça veut dire, un, éviter des serveurs qui sont très consommateurs d'électricité, euh, éviter ou changer un certain nombre de data centers, donc de fonctions de data center pour effectivement baisser le carbone, l'émission de carbone, sachant qu'effectivement, on sait que lorsqu'on a un message, on est sur 14 grammes par message. Donc, quand vous multipliez effectivement, par exemple, une messagerie, est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas? Donc, on a des besoins de décarbonation. Donc, on traite du vrac, on décarbone, et là, on va gagner effectivement du budget de fonctionnement et du budget également d'investissement. Ensuite, le troisième point majeur, à mon sens, c'est l'efficacité du traitement, ce qu'on appelle back-office, c'est-à-dire ben, c'est le gain de temps au niveau de la réception, de la recherche, de la consultation, des signatures électroniques, de la validation, de la préparation de réponses de courrier ou de validation d'instructions et de dossiers. Et donc, du coup, on est effectivement sur cette chaîne de démat où on va supprimer totalement le papier. Donc ça, c'est vraiment les trois points véritablement majeurs. Et puis, là où on a besoin de pouvoir gagner, eh bien, c'est effectivement l'inclusion numérique, le client, l'usager. Mais là, c'est quand même de l'investissement, c'est un petit peu plus cher. Mais par contre, si ça contribue effectivement à l'efficience du traitement back-office, hein, c'est-à-dire avoir du 100% des maths, là, on va mettre effectivement l'accélérateur là-dessus. Donc voilà, je voulais vraiment partager avec vous ces différentes clés, en fait. Alors, je n'ai pas cité toutes les clés, parce qu'effectivement, il y a l'analyse du risque, il y a également les besoins qui résultent de l'obligation réglementaire d'archivage ou de démat, etc. Mais ça, vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus. L'analyse de risque dans le secteur public, il n'est pas encore très développé, donc ça fait partie effectivement, c'est le point rouge qui est intéressant de prendre en compte quand on travaille dans un environnement de type hôpital ou dans un environnement de type social, etc. Le risque juridique et financier existe réellement, puisqu'en plus, il y a des données à caractère médical, etc. Mais ce n'est pas toujours pris au bon niveau. Donc, ça fait partie effectivement de ces multicritères qui permettent de hiérarchiser en fait les projets et de pouvoir, alors là je reviens, ça fait partie du travail qu'on fait un peu au quotidien, c'est-à-dire hiérarchisation de projet. Ça, c'est vraiment pour partager rapidement les éléments. Et donc, on fait effectivement une matrice de valeur avec ben, les projets à haut risque, haut réduction de risque et gains économiques très élevés,
ou ceux effectivement qui sont très coûteux et qui n'apportent que peu de valeur ajoutée. Donc, projet par projet, hiérarchisation de projet par projet, on arrive effectivement à prioriser et prendre des décisions sur ces différents projets. Et à partir de là, bah, l'objectif, c'est quand même de disposer de la fameuse feuille de route. On peut appeler ça un schéma directeur de démat, mais ça commence à être un petit peu ancien, le schéma directeur de démat. Donc, moi, j'appelle plutôt ça effectivement une feuille de route. Donc, on reprend tout ce qui a été fait, on fait le diagnostic, on fait l'audit, hein, et derrière, on reconstruit effectivement ben, le chemin. Vous voyez, là, c'est un exemple de chemin sur 4 ans. Ben, 4 ans, quelle est la charge financière? Quelle est la charge enfin, ce qu'on appelle la manpower, mais c'est-à-dire en fait en ressources humaines, pour effectivement produire les projets et à quel moment on aura besoin de recruter quelqu'un, de pouvoir budgéter et prévoir des budgets plus importants. Vous voyez, la troisième année et la quatrième année, il y aura besoin effectivement d'un peu plus. Et en même temps, lorsque on a la réduction sur 4 ans, par exemple, eh bien, on a les réductions des émissions. Donc, par exemple, là, j'ai pris l'exemple de réduction sur l'urbanisme. L'urbanisme, c'est un vrai sujet, évidemment, en collectivité. Les finances, réduction sur tout ce qui est la gestion financière. Et puis, tout ce qui est éducation, évidemment, vous avez enfin, soit les collèges, soit les lycées, soit les écoles, etc. Et le tout, effectivement, on a l'évaluation sur année après année sur quelle charge on va mettre, hein, à quel moment, sur quelle année. Et là-dessus, effectivement, en termes de CODIR, le DGS, il a une visibilité qui est effectivement la plus précise possible. Donc, voilà, feuille de route. Donc, un, budget SI de fonctionnement. 2, réduction de l'empreinte carbone. 3, estimation des charges RH et financières. 4, où il faut insister pour accompagner le changement. 5, articuler le SDSI et la cybersécurité. Donc ça, c'est vraiment un point très important parce que dès qu'on parle de contenu et dès qu'on parle de démat, il y a cybersécurité en présence. Ensuite, application à décommissionner, à faire évoluer ou à remplacer, voire à conserver, évidemment. Et enfin, bah, quelles sont les données bureautiques à valoriser dans le cadre des IA génératives ou les fameuses RAG dont on parlait. Voilà ces différents éléments dont on doit disposer au niveau de la feuille de route. Et ben, je suis très très heureux de reprendre effectivement cette petite démarche, bah, qui est une démarche relativement logique, hein, évidemment. C'est diagnostic, arbre de décision, feuille de route, restitution. Voilà, on arrive à la fin de notre intervention. Et juste, je voulais rappeler et je suis ensuite à votre disposition pendant peut-être un quart d'heure pour échanger, répondre à des questions, voir si jamais il y a des entretiens un peu plus personnalisés qui nécessitent un peu plus de confidentialité, bah, je serai évidemment à votre disposition au téléphone que je vais afficher tout à l'heure. Mais avant, juste, n'oubliez pas que nous avons publié en fait un guide pratique sur la gouvernance des données, hein, et un guide pratique sur l'IA, donc avec l'art de prompter, plein d'éléments, de recommandations, d'applications à télécharger gratuites ou pas, etc. Enfin, c'est vraiment un élément intéressant et important. Et nous avons développé également, en marge de cette feuille de route de démat, un cadrage sur l'offre Data IA, c'est-à-dire l'accompagnement pour mener et monter des projets d'intelligence artificielle de manière efficace, peu coûteuse, enfin le moins coûteux possible, parce que ça a toujours un coût, évidemment, mais par contre la plus efficace possible. Voilà, et donc j'affiche mon email et mon numéro de téléphone. Il est évidemment ouvert à vous, participants à ce webinaire, pour effectivement en discuter si vous souhaitez discuter de manière beaucoup plus confidentielle ou
ou autres, hein. Et sinon, je réponds avec grand plaisir à quelques questions et j'espère que ça vous a intéressé.